Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Contre le report des élections législatives au Mali, une nouvelle plateforme a vu le jour, dénommée Convergence de forces patriotiques pour sauver le Mali. Il est dirigé par d'anciens candidats à la dernière présidentielle. Le Cameroun connaît une croissance de 3,9% au deuxième trimestre de 2018, une hausse imputée à la combinaison d'une augmentation des importations de biens de 8,2% et des services de 8,8%. Et puis à l'image de l'Afrique du Sud ou encore du Nigeria, l'industrie textile du Ghana gagne du terrain sur le continent. Ces jeunes créateurs ambitionnent désormais de conquérir le marché international à travers leur création. Mais tout d'abord, en Guinée, malgré son interdiction, l'opposition a maintenu la manifestation de ce mardi. Elle proteste contre la violation, selon elle, par le pouvoir d'un accord conclu en août sur l'installation des élus locaux après le scrutin contesté du 4 février. Mais la mairie de Matoto, où devait partir la manifestation, a décidé d'interdire la manifestation, invoquant la crise qui secoue le secteur de l'éducation. Pour rappel, l'installation des élus communaux a commencé au début du mois. Un jeune homme avait été tué le 16 octobre à Conakry, la capitale, lors de la seconde des 2 journées villes mortes organisées par l'opposition guinéenne. Au Mali, une dizaine de partis et d'associations de la société civile ont créé ce dimanche à Bamako le Front pour sauver le Mali. Cette plateforme est née pour contester le report des élections législatives. Initialement prévues le 28 octobre, elles ont été repoussées à juin 2019 alors qu'elles devaient se tenir ce 28 octobre. Ce front avec à sa tête d'anciens candidats à l'élection présidentielle. Dernier reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Avec à sa tête l'ancien ministre Moussa Sinko Koulibaly et Oumar Mariko du Parti Solidarité Africaine pour la démocratie et l'indépendance, tous deux candidats à la dernière présidentielle, la nouvelle coalition appelée Convergence de forces patriotiques pour sauver le Mali est née pour en premier lieu contester la prorogation de 6 mois du mandat des députés. C'est unique dans l'histoire de notre pays. Des partis de l'opposition, de la majorité, des partis qui ont appelé à soutenir la candidature du président malien et d'autres qui l'ont combattu, décident de former un même front pour défendre la République. Ça veut dire évidemment que c'est du sérieux. Les membres du front accusent le pouvoir d'avoir usé d'un tripatouillage juridique pour obtenir de la Cour constitutionnelle le report des législatives. Du côté du pouvoir, le report est justifié et permettra d'apaiser le climat politique tendu afin de mieux organiser ces élections. Par ailleurs, le gouvernement aura plus de temps pour mettre en œuvre les réformes institutionnelles prévues dans l'accord de paix signé en 2015 à Alger. Aucune raison ne peut justifier le fait que le gouvernement a décidé de reporter, de proroger le mandat des députés. C'est purement politique, déjà peut-être permettre à la mouvance présidentielle de mieux se préparer, je dirais. Et la raison qu'ils ont évoquée, notamment de revoir la loi électorale. C'est sur la base de cette loi-là déjà que la présidentielle s'est tenue. Et je pense qu'ils auraient dû continuer avec cette même loi-là. Et parce que c'est un processus qui prend du temps. Il faut par ailleurs noter que le pays s'étant appuyé sur l'aide extérieure pour l'élection présidentielle de juillet dernier, les moyens financiers constituent un réel blocage. À cela s'ajoute le nouveau découpage administratif en cours. Au Kenya, 2 députés sont devant la justice pour incitation à la haine tribale. Ali Dorasso et Chachou Gagna ont été arrêtés ce lundi après des affrontements communautaires dans le comté de Marsabit, dans le nord du pays. Les violences ont débuté le 9 octobre dernier. Les affrontements entre les 2 clans sont ancestraux, notamment pour l'accès aux ressources naturelles, eau et pâturage pour les animaux. Le bilan s'élève à une quinzaine de pertes en vies humaines. Plus de 650 familles ont été déplacées. Une quinzaine d'écoles ont été fermées. Le Cameroun connaît une croissance de 3,9% au deuxième trimestre de 2018. Cette croissance est soutenue dans le secteur secondaire par les activités de construction et des autres industries manufacturières. Toutefois, le repli des activités d'extraction de pétrole brut et agroalimentaire ont freiné la croissance dans ce secteur. Nelly Claude Bessa.
Le deuxième trimestre de 2018 au Cameroun a été marqué par une croissance de l'activité économique de 3,9%. Du côté de la demande, l'amélioration de la croissance économique, soutenue par la consommation finale et l'investissement privé, a ralenti par un repli en volume de 10,8% des exportations et une hausse en volume de 8,3% des importations. Une hausse imputée à la combinaison d'une augmentation des importations de biens de 8,2% et des services de 8,8%. La hausse en volume des importations de biens découle de l'accroissement des importations de pétrole brut, d'appareils électriques, des machines et équipements, des produits du travail des grains, des produits chimiques et des produits pétroliers raffinés. Les exportations, quant à elles, ont contribué négativement de 2,1 points à la croissance du produit intérieur brut du pays. Une tendance baissière des exportations en volume de biens, atténuée par une bonne tenue des exportations des produits de bois en grumes ou transformés, mais aussi des produits de la transformation agricole. La baisse des exportations est due à l'inadaptation des politiques économiques, l'incohérence des stratégies économiques, l'inadaptation aux accords de partenariat économique. Il est important que le pays modifie ses politiques économiques pour profiter de nouveaux accords et de nouveaux contextes. D'après les économistes, entre le deuxième trimestre 2017 et celui de 2018, la baisse observée des exportations de 10,8%, combinée à la hausse des importations de 8,3%, a contribué à une aggravation du déficit de la balance commerciale en volume. Le gouvernement de Djibouti multiplie les initiatives pour accroître son autonomie sur le plan énergétique. Pour y parvenir, le pays veut tout miser sur les énergies renouvelables et plus particulièrement sur la géothermie, d'où l'organisation de cette première conférence sur les énergies renouvelables qui se tient actuellement dans la capitale djiboutienne. Indien Valentin Compaoré et Marcel Farba-Maroun. Djibouti veut réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis de l'Éthiopie. En effet, le pays importe plus de 70% de sa consommation locale en électricité de son voisin, ce qui a un coût sur la productivité des entreprises de ce pays d'Afrique de l'Est. Et pour y arriver, les autorités misent sur les énergies solaires. Vous savez que Djibouti est sur le rift du Valais. Donc nous avons des potentiels en géothermique qui avoisinent les 1000 MW. Nous avons des vents avoisinant les 8 à 12 mètres de vitesse qui peuvent faire tourner des puissants générateurs. Donc je crois que nous pouvons produire une énergie suffisante pour la République de Djibouti, mais aussi l'exporter les années à venir. Le pays a pourtant l'un des taux d'ensoleillement les plus élevés au monde, avec 300 jours dans l'année. Et des initiatives privées sont nées pour accompagner les autorités. Présentes à cette rencontre sur les énergies renouvelables qui se tient du 21 au 23 octobre à Djibouti, Solar7 ambitionne de rendre disponibles des kits solaires à moindre coût aux populations. Jusqu'à présent, nous avons installé aux alentours de 2000 poteaux luminaires solaires ici à Djibouti, en centre-ville et en région. Nous avons aussi installé des kits solaires domestiques autonomes sur 500 maisons dans les quartiers les plus populaires de Djibouti. Les défis principaux sont vraiment l'expansion. Donc on veut vraiment aujourd'hui s'agrandir. Et le but ultime, c'est de faire notre usine de panneaux solaires. Donc ça, c'est dans les prochains mois. Et à terme, avoir des produits 100% djiboutiens. En rappel, le taux d'accès à l'électricité à Djibouti est de plus de 50%. L'objectif des autorités étant de consommer de l'énergie électrique 100% verte d'ici 2025. L'industrie de la mode se développe au Ghana. Le pays devient de plus en plus reconnu sur la scène internationale pour sa production. Une aubaine pour les jeunes créateurs ghanéens, à l'instar de Briwiri Dua, styliste établi à Accra, la capitale. Il est déterminé à porter très haut le drapeau de son pays avec ses créations colorées. Découverte avec Ibrahima Djomaba. De plus en plus connu sur la scène internationale à travers les œuvres de ses créateurs, stylistes et autres mannequins, le Ghana est devenu l'un des acteurs les plus influents de la mode africaine. La jeune génération de créateurs s'inspire notamment des expatriés reconnus à travers le monde pour leurs œuvres, à l'image du designer Oswald Boateng. Nous avons plusieurs Ghanéens qui ont pu se faire connaître sur la scène internationale et sur différentes plateformes partout dans le monde. Alors je crois que la mode ghanéenne se mondialise. Beyoncé est venue ici et Aïcha Oboubi avait créé des vêtements notamment pour ses danseurs il y a quelques temps. Âgée de 36 ans, Briwiri Dua était infirmière. Elle s'est reconvertie dans la création de vêtements et a ouvert une boutique de mode à Accra depuis 2012. Avec sa détermination, elle a réussi à présenter une collection lors de la Fashion Week d'Accra.
Vu que nous n'avons pas un grand podium au Ghana, c'est un peu difficile. Donc pour percer sur la scène internationale, vous devez vous battre vous-même. Ce n'est pas comme à l'extérieur, c'est plus facile d'exceller. Pour se faire une place à l'international, il faut bien se battre. Mais je pense que certains Ghanéens ont réussi à s'imposer. D'autres peinent encore à bénéficier de leur talent de créateur. La dernière collection de Briware Doua, dénommée Ecléchique, a été écoulée en Suède et en Suisse. Elle ambitionne de placer ses vêtements dans les boutiques de mode de New York aux États-Unis ou encore Paris en France. Le développement de l'industrie ghanéenne de la mode est cependant confronté à l'importation de vêtements de la Chine et des Émirats arabes unis. Et en Tunisie, le gouvernement cède à la pression syndicale. L'Union générale tunisienne du travail a annulé la grève générale qu'elle avait annoncée pour ce mercredi 24 octobre. Les autorités ont accepté les augmentations salariales de 205 à 250 dinars pour les agents du secteur public. Le gouvernement s'est également engagé à ne pas privatiser les entreprises publiques. Une victoire pour le syndicat, mais un revers pour l'équipe de Youssef Chahed qui, pour satisfaire ses nouveaux engagements, devra puiser dans ses caisses plus de 8 milliards de dinars, une somme non inscrite dans le projet de loi de finances 2019. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.